14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sport, sexualité, avec Vincent Hupertan qui est avec nous, urologue et sexologue. Et on commence avec Yannick. Je crois, Yannick, que vous étiez dans le foot, hein, c'est bien ça, bonjour? Oui, bonjour. Oui, alors, j'ai fait du foot, du judo, j'ai fait plein de choses. Plein de sports. Arbitre de foot, en fait. D'accord. Bon, donc vous êtes un grand sportif, donc un bon amant. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire comme... En fait, oui. Je me plains pas. Vous vous plaignez pas. Et est-ce qu'elle se... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, justement? Est-ce que vous pensez que le sport, ça vous rend plus, je sais pas, plus performant, plus actif, plus agressif, plus... Non, en fait, c'est surtout que ça déclenche de l'adrénaline, et avoir un bien-être dans son corps, c'est avoir une tête qui fonctionne bien aussi, et tout le reste après fonctionne bien, tout simplement. Plus on fait de sport, plus ça déclenche un bien-être. Il faut soigner sa tête en même temps que son corps, en fait, tout simplement. Donc il y a une question aussi de confiance en soi. Donc le corps, vous aimez votre corps, vous êtes en confiance. Donc et du coup ça aussi ça attire. Je crois que c'est plus facile parce que ça attire. Hein. Tout à fait. Donc c'est votre sentiment de vous confirmer que le fait d'être bien dans son corps, on a moins besoin d'aller vers les autres. C'est les autres, elles, au féminin, qui viennent vers vous. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on se regarde dans la glace, on se plaît. En fait, Oui. Ça nous permet, comme vous dites, la confiance, et le fait d'avoir une confiance en soi permet aussi bien d'aller vers les autres et que les autres viennent vers moi, oui. Tout à fait. À condition, encore une fois, de faire du sport dans le bon sens, parce que sinon, si on en fait trop, on respecte plus son corps. Mais quand on respecte son corps, comme vous avez l'air de le faire, Yannick, à partir de ce moment-là, on aime son corps et donc on est à l'aise dans sa nudité lorsqu'on fait l'amour. C'est tout à fait ça, voilà. Oui, je fais tout ce qu'il faut. En fait, je fais le gym 2 fois par semaine pour entretenir mon corps, on va dire, pour rester... J'ai 56 ans quand même, donc voilà, pour rester, on va dire... En forme. On peut dire comme ça. Oui, en forme. Et puis je suppose que également, à vous éviter de trop grossir, parce que c'est ça aussi, les sportifs en général font plus attention de ne pas prendre trop de kilos. Et on sait que la graisse n'est pas un bon atout pour la sexualité. C'est une très mauvaise chose d'ailleurs, c'est que j'ai été gros, hein, j'ai fait jusqu'à 90 kilos, et aujourd'hui j'en fais 75, et c'est pour ça que je me sens bien en fait. Oui, donc ça fait quand même 14 kilos de moins. Oui. Et pour vous, c'est quoi un bon rythme hebdomadaire en termes de séance, en termes d'activité, entre l'endurance et résistance? Parce que finalement, c'est ça qui intéresse les gens. C'est quoi un bon équilibre? Parce que voilà, nous avons tous des vies professionnelles très occupées, donc c'est pas toujours évident de trouver du temps pour faire le sport. Je crois qu'il faut surtout prendre le temps. On est d'accord. On le trouve toujours. En fait, il faut se donner 2 jours par semaine où on s'occupe de soi. Voilà. Que ce soit en allant courir un petit peu. Alors, moi, je fais beaucoup de gym au sol parce que j'ai eu des problèmes de dos. Donc, c'est s'occuper de soi et prendre le temps de le faire. Et on peut toujours le trouver. Que ce soit le soir, le matin, on trouve toujours une petite heure pour oui, moi je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, quand on dit j'ai pas le temps, c'est une bonne excuse, mais quand on regarde bien, on peut toujours donner ses priorités à ce qui est essentiel. Oui. Donc vous êtes à 120 minutes, vous êtes à environ 120 minutes par semaine, à peu près. C'est ça, à peu près. Oui, je fais deux séances d'1 heure, et de temps en temps, je vais courir quand le samedi ou le dimanche, quand j'ai le temps, je me fais un petit 7-8 km pour entretenir les poumons surtout, parce que je suis fumeur en plus. Ah, d'accord, ok, donc c'est ce qui... C'est pas bon pour le sport, hein, la cigarette. Non, pas du tout, mais bon, voilà, c'est même contre-productif. Donc vous êtes à 150 minutes par semaine, avec, grosso modo, 2 séances d'1 heure, et puis une séance du week-end, un petit footing cool. Voilà, un petit plaisir, voilà. On va appeler ça comme ça, un petit plaisir. Très bien. Et d'ailleurs, on sait qu'il vaut mieux faire, je crois, c'est 3-4 fois par semaine qu'une fois intensive. Hein. Oui, puis en fait, à mon âge, on va dire que je prends soin de moi, mais je peux plus faire du sport comme j'en faisais avant. Voilà. Avant, c'était le dimanche, j'allais arbitrer, je faisais plein de choses avant. Mais bon. C'était avant. 56 ans, ça va encore, hein, Yannick. Ouais, non, mais je vais très bien. J'ai une vie très occupée, tout simplement.
Oui, oui, bien sûr, mais vous êtes très occupé, mais vous prenez du temps pour vous. Mais je prends du temps pour prendre soin de moi, voilà. Je prends beaucoup soin de moi. Alors, on a dit 150 minutes par semaine de sport et combien de minutes de sexe par semaine? Alors, je vis avec... Enfin, non. J'ai plusieurs compagnes, on va dire. D'accord, Hein. oui. Et je côtoie, on va dire que allez, je fais l'amour 4 à 5 fois par semaine. Ah oui, quand même, oui. Mais vous n'avez Donc pas répondu en ça se minutes. rajoute en sport, ça. Oui, mais ça dépend des minutes, parce que c'est aussi une question aussi. Ah, il n'y a pas que d'intensité. Donc c'est sûr que si on est éjaculateur précoce, ça compte pas. Hein. Je pense qu'avec le temps, on arrive à contrôler ça aussi. C'est comme tout, Yannick. D'abord, il faut en être conscient qu'on est. Je sais pas, je plaisantais. Hein, je me doute bien que vous n'êtes pas éjaculateur. Je connais très peu de sportifs éjaculateurs précoces. Encore une fois, c'est assez rare. Oui. Mais non, mais il faut d'abord en être conscient, puis ensuite, évidemment, ça s'améliore si on en est conscient. Mais bon, mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit, le sport, on dépense pas énormément de calories. Exact. Le sexe, pardon. Ça dépend. Ah, oui, comme vous dites, si on est éjaculateur précoce, on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Non, mais un rapport sexuel, c'est pas énorme hein, au niveau calories. À moins de faire une levrette endiablée. Voilà. Si on prend que la médiane pour la pénétration médiane, c'est-à-dire que 50% des hommes vont éjaculer avant les 7 minutes après la pénétration, 7 minutes de sport, même si c'est de la haute intensité, ça reste quand même un petit intervalle. Oui, tout à fait, oui. Pour arriver à 150 minutes, ça en fait du coït, Yannick. Enfin, un petit peu. Oui, on est d'accord là-dessus. Oui, c'est moins physique que quand je vais courir, quand même. Oui, parce que même 4 fois par semaine, allez, on va vous donner 12 minutes, allez, on vous donne 10, un petit peu plus. 10. On vous donne un petit peu plus que la moyenne, ça fait toujours que même pas une heure. Hein. Ah. Oui, après, je ne fais pas la mort qu'avec mon pénis non plus. Donc, l'important, c'est l'autre, puisque, voilà, le plaisir de l'autre. Bien sûr. Donc, vous savez qu'on vous fait un peu courir, hein. On vous fait pas marcher, on vous fait courir, Yannick. J'aime courir. Bon, en tout cas, on peut le dire, hein, on le sait, mais vous avez remarqué aussi que vos copains qui font du sport sont généralement plus intéressés par le sexe que les autres, non? Oui, je pense, quelle que soit leur tendance, oui, tous ceux qui font du sport sont plus intéressés au sexe, en fait. Et alors les femmes que vous côtoyez qui sont sportives, qu'est-ce que vous en diriez? J'essaye souvent de les amener au sport, parce que les femmes sont comme les hommes, en fait, et si elles se relâchent, elles ont une tendance à se laisser aller sur tout, en fait. La libido est très importante, c'est de faire travailler son corps et sa tête. Si elles se sentent belles, elles seront souvent plus performantes. C'est clair. Mieux leur corps. En plus performantes, je ne sais pas, mais en tout cas, elles auront plus de désir que si elles se sentent pas belles. Mais est-ce que les femmes seraient moins sportives que les hommes, Vincent Hupertan? Je ne crois pas. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, on va dans les salles de sport, il y a un engouement pour le sport parce que toute génération confondue, on a compris l'intérêt de l'activité physique et du sport. Et quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui se donne du temps à soi. Pour se donner du temps à soi, c'est qu'il faut s'aimer, en tout cas essayer d'avoir une image positive de soi-même. Donc, qu'elle soit homme ou femme, c'est pareil. Et que quelqu'un qui donne du temps à soi avec une image positive va plus facilement avoir confiance d'aller vers l'autre, de se montrer à l'autre, parce que la sexualité implique aussi d'enlever tout, de se montrer avec les aspects que peut-être on peut plus facilement cacher avec des vêtements. Donc, c'est quelque chose qui va pousser hommes et femmes à aller plus facilement vers la sexualité. Eh bien, merci Yannick en tout cas de cet échange. Et puis je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que un des sports les plus simples et très bénéfiques, c'est la marche. Donc il n'y a pas d'excuse de ne pas pouvoir faire de sport sous prétexte qu'on n'est pas près d'une salle de sport ou je ne sais quoi. Hein, parce que marcher. Je rajoute marche sportive, parce qu'il faut quand même transpirer. Si c'est marcher d'un rendez-vous A au rendez-vous V et que non, j'ai pas dit shopping, j'ai dit marche. Marche. Oui, Yannick, vous vouliez réagir? Oui. Non, ce que vous avez dit est très vrai. En fait, il faut faire de la marche, mais de la marche positive, c'est-à-dire se dépenser.
Voilà. Eh bien, merci Yannick de cet échange. On continue bien sûr avec vous. Vous pouvez nous rejoindre, donner votre avis sur le sport et le sexe au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. On va parler des 4 je t'aime. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye 0826 300 300. C'est Philippe David. C'est Cécile de Ménibus. À 17h, retrouvez les vraies voix pour des débats passionnés et des échanges francs. À tout à l'heure, 17h, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Vincent Hupertan, ces 4 je t'aime, c'est un hommage à Paul Salomon qui m'avait expliqué ça et je trouve ça très intéressant. Parce que ça donne vraiment l'idée de comment on se construit dans l'amour justement. Et donc le premier je t'aime, c'est le je t'aime qu'on va dire à notre maman quand on est tout petit, parce qu'on est encore dans l'illusion de ne faire qu'un avec elle et on regarde sa mère avec des yeux débordants d'amour, crapaud mort d'amour comme on pourrait dire. Et ça c'est le premier je t'aime. Et puis ensuite vient assez rapidement le deuxième je t'aime qui est tu m'aimes ? Point d'interrogation. Question qu'on pose évidemment à notre maman. Et si la réponse est affirmative, vient ce troisième je t'aime, tout en sécurité, qui est je m'aime. Et ça, c'est essentiel évidemment pour se sentir bien. Et si on arrive à ce troisième je t'aime et que l'on arrive à comprendre que la vie, c'était aussi les autres, la fraternité, etc., on arrive à ce quatrième je t'aime qui est j'aime, et ça englobe évidemment les autres, ça englobe la dimension d'amour, et je trouve que c'est assez intéressant comme compréhension de ce qu'est l'amour, parce qu'on sait très bien que l'amour, on a tous une définition plus ou moins différente, et puis on est tous plus ou moins avec des failles et des blessures, mais je trouve que c'est pas mal de revisiter ces 4 je t'aime dont parle Paul Salomon. Je pense que c'est très beau, c'est très fin, et que ça résume ce que sommes nous, notre espèce, sapiens, notre force de nous aimer, d'être entre nous. C'est-à-dire que la réussite ou pas, parce qu'on est quand même 8 milliards, on voit ce qu'on se fait de cette planète, néanmoins, la réussite, c'est la capacité de nous aimer entre nous, de nous respecter, et que ce lien qui passe de première maman elle-même jusqu'à j'aime, ça résume ce que nous sommes, ce besoin d'aimer et d'être aimé. Voilà, et ce qui est intéressant à comprendre dans cette évolution des je t'aime, si je puis dire, c'est que lorsqu'on a eu la chance d'être dans une famille assez équilibrée, avec des parents qui nous ont aimés suffisamment et qui nous ont respectés, on va assez facilement arriver on peut arriver assez facilement à ce troisième je t'aime et éventuellement le quatrième. Sinon, forcément, il y a un peu de violence en nous et c'est là où il faut travailler dessus pour que cette violence s'apaise. Et à ce moment-là, on va pouvoir être dans l'amour. Sinon, on va être en guerre, au sens symbolique du terme, ou réel d'ailleurs. Contre tout le monde. Parce qu'on voit bien que dans la guerre, il y a toujours un manque d'amour finalement. On le sait bien. On est tout petit, donc on a besoin d'être aimé pour se construire, pour trouver la confiance, et après on va pouvoir s'aimer soi-même et aimer les autres. Et pour revenir au sexe, puisqu'on parle de la sexualité, du sexe aujourd'hui, on voit aussi que dans la manière dont on est en paix avec l'amour, on va aussi être en paix dans l'harmonie sexuelle, ou au contraire, on va être dans une sorte de recherche d'amour dans le sexe. Moi, je dis encore une fois qu'il n'y a pas le sexe, ça peut aussi être une manière de se construire. Mais quand on est dans une recherche, on peut avoir une sexualité un peu agressive, notamment, je pense à des hommes qui ont besoin de sexe avant l'amour, on le sait bien. Oui, donc oui, on a ce besoin-là, et oui, c'est le fait de ne pas avoir le premier même de la maman, ce premier, on va se construire avec de la solitude, et puis cette violence qui va s'exprimer aussi dans le domaine de la sexualité. Donc on a une sexualité très violente, et c'est une sexualité sans amour en fait.
Évidemment. Je crois qu'on a Mathieu qui nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Mathieu, Oui, Mathieu ou Mathieu? Mathieu, bonjour. Mathieu, pardon. Oui. Bonjour Mathieu, on vous écoute, allez-y. Vous avez repris le sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait maintenant 1 an, à peu près. J'avais lâché le sport durant quelques années. J'ai décidé de reprendre le sport et aujourd'hui, ça a changé ma vie. Alors vous aviez quand même fait du sport avant? Oui, du basketball. D'accord. Et vous avez arrêté parce que vous étiez trop occupé, je suppose, comme souvent? Par rapport au travail, etc. C'est ça, oui. Et vous vous sentiez moins bien dans votre corps, c'est ça? C'est ça qui vous a donné envie de reprendre le sport ou? Ça fait ça, oui. Avec le travail et le quotidien, on a tendance à se laisser aller. Et on en oublie. Et c'est surtout important au niveau de la santé, faire du sport tout. Mais vous avez commencé le sport à quel âge? Comment, excusez-moi? Vous avez commencé pratiquer le sport à quel âge? Depuis mes 4 ans environ. 4 ans? J'ai commencé le sport Très jeune, là. Oui. D'accord. Et donc vous arrêtez quand vous rentrez dans le monde du travail, d'accord. Et là, vous avez repris depuis 1 an. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre? C'est vous? C'est parce que vous avez vu votre corps qui vous plaisait moins? C'est votre copine? C'est au niveau du corps et de la santé. Un jour, on se réveille un matin, on se regarde dans la glace, puis on se dit, c'est pas moi, quoi. J'ai envie d'être meilleur. Mais c'est rare que ça. Généralement, il y a besoin d'un élément déclencheur. Il y a toujours un déclencheur. C'est jamais l'image de soi. C'est prendre conscience qu'il faut faire du sport. C'est généralement il y a un truc qui se passe. Je sais pas, des mots blessants, une rupture. Il y a toujours un élément. C'est pas nécessaire. Ça serait bien que le matin on se réveille. Tiens, il faut commencer à faire du sport parce que je m'aime plus. Mais généralement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Moi, pour ma part, personnellement, c'est parce que je voulais arrêter de fumer aussi. Ah. Oui. Donc il y avait une sorte un peu d'abandon de respect de son corps, si je puis dire. Parce que bon, la cigarette c'est aussi un anti-stress. Enfin, on voit très bien le domaine professionnel. De plus en plus, on laisse de plus en plus de côté. Et tout d'un coup, vous avez pris. Et j'aime bien parce que vous l'avez dit 2 fois. C'est bon pour la santé le sport. Et ça, Vincent Hypertemps, vous pouvez confirmer. Je le confirme parce que voilà, c'est une réalité dans ma pratique. Je vois bien les sportifs du haut niveau, ceux qui ont commencé très tôt, 10, 12 ans, donc avec des entraînements réguliers, avec des compétitions tous les week-ends, on joue, ils arrêtent. Ils s'arrêtent trop souvent s'il y a une blessure. Ça, c'est très souvent les croisés ou les talons ou bref. Et à ce moment-là, en quelques années, ils prennent du poids et ils ont très rapidement une baisse de testostérone. C'est que je le vois, ils viennent en surpoids et c'est pratiquement plus compliqué de soigner un sportif de haut niveau qui a arrêté brutalement, quel que soit le motif, mais qui a arrêté brutalement, et donc du coup il rentre dans la mauvaise pente métabolique, que quelqu'un qui a été plutôt sédentaire toute sa vie, donc son corps n'a jamais été habitué à un niveau, au niveau d'exercice. Donc, Mais est-ce que vous venez de dire, peut-être j'ai envie de le souligner, Vincent Hypertemps, vous voulez dire que souvent les hommes qui ont de l'embonpoint, de la graisse, ont une baisse de testostérone? Ça c'est montré. On s'est montré que l'obésité, surpoids et surtout l'obésité, il y a 2 éléments factuels qui sont prouvés par les études. Un, il y a un syndrome inflammatoire chronique, il y a une inflammation chronique au niveau du corps qui explique tous les problèmes cardiovasculaires et artériels, d'un côté, donc y compris de la testostérone. Et deuxièmement, il y a l'aromatisation, c'est que la testostérone qui arrive au niveau du gras, au niveau du bidon, du gras, au niveau abdominal, va être aromatisé, va être transformé en estrogène. Donc il y a une baisse, il y a cette estrogénation, donc il y a baisse de testostérone plus d'estrogène par le phénomène d'aromatisation. Donc ils bandent plus très bien, quoi. Exactement. Voilà. Bon, vous avez eu raison de reprendre le sport, Mathieu. Oui. Et est-ce que justement depuis vous vous aimez mieux, vous êtes réconcilié avec votre corps? Bien sûr. Bon, on vous entend vraiment très mal. Je suis désolée, c'est compliqué.
Bon, écoutez, en tout cas, on voit bien que, bravo à vous, Mathieu, déjà, parce que c'est bien d'avoir pris l'initiative et vous êtes rendu compte. Et peut-être que votre témoignage va en réveiller un ou deux qui nous écoutent, hein. Parce que la cigarette aussi, on sait l'effet néfaste que ça a sur l'érection, hein. C'est le premier toxique. Le premier toxique artériel, cardiovasculaire et de l'érection, c'est de loin le tabac. De loin. Voilà. Et je crois que c'est 70 000 morts par an à cause du tabac, hein, il me semble. En tout cas, ces chiffres horribles. Hommes et femmes, évidemment. Mais cela dit, pour les femmes, ça doit avoir aussi des effets négatifs sur la sexualité, je suppose, le tabac. Le premier, le tabac, ça fait quoi? Ça fait la peau vieillit très vite. Donc, évidemment, une femme qui fume trop risque d'avoir une image de soi très délétère. Après, on peut essayer tous les botox et les fillings. Ça n'empêche que la peau vieillit et que, forcément, il y a moins de séduction. Donc, il y a moins de confiance en soi là-dessus. Mmh. Merci Mathieu, je suis désolée, on vous laisse parce qu'on a une très mauvaise liaison, mais c'est pas grave, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous essayons de mieux comprendre quel est le rapport entre le sport et le sexe avec Vincent Hupertan qui est avec nous, urologue et sexologue. Et c'est bien que les femmes aussi témoignent, n'est-ce pas Olivia? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Olivia. Donc vous êtes une grande sportive aussi, hein, vous faites plusieurs sports. Oui. Alors oui, moi, en fait, je suis quelqu'un de très tonique et en définitive, j'ai l'impression de sortir des clichés courants au rapport du sport parce que je le fais pas du tout pour les raisons esthétiques. Clairement, d'ailleurs, si j'avais un petit message à faire passer, ce serait aussi pour ça. Je suis pas du tout dans la tyrannie du culte du corps parfait, etc. Malgré que j'ai toujours été svelte et j'ai toujours une silhouette avantageuse, mais malgré tout, j'ai pas toujours fait du sport aussi intensément parce que j'avais un travail très prenant et je m'aimais quand même avec un corps beaucoup moins tonique et ça n'a pas eu réellement d'impact sur ma sexualité. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce temps que je m'accorde dans les vies qu'on a, où on est toujours quand même au service de l'extérieur, que ce soit au travail, au service de nos enfants, au service des amis, de la famille, etc. En fait, ces moments très privilégiés où je suis seule avec mon corps et ma discipline sportive, c'est quelque chose qui est extrêmement jouissif et presque sexuel. Pour le coup, il y a un côté très libidinal où il y a cette satisfaction de sentir son corps en mouvement, avec la brûlure musculaire parfois, qui est douloureuse, mais c'est une douleur qui est un peu, pas masochiste, mais c'est une douleur qui fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi j'aime bien ce que vous dites quand vous dites c'est jouissif d'être seul face à son sport. Ça, je trouve ça assez juste parce que là, on sent qu'il y a réellement une envie. C'est-à-dire que vous le faites pour vous et non pas pour des raisons extérieures. Après, douleur, faut peut-être pas aller jusqu'à la douleur, Olivia. Oui. Alors le sport fait mal parfois quand on sollicite vraiment son corps, même de manière raisonnée, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport, mais c'était toujours de manière très professionnelle, enfin encadrée. J'ai jamais fait n'importe quoi, je me suis jamais blessée d'ailleurs, donc je pense que c'est un signe aussi. J'ai jamais eu de douleur. Oui, c'est un vrai signe. Oui. Mais moi, j'aime bien quand c'est précis. Donnez-nous le sport et la durée par semaine, parce que voilà, c'est pour qu'on comprenne de quoi on parle. Voilà, bon, je vais vous faire peur, mais en fait, j'ai eu la chance, d'avoir des opportunités professionnelles dans le sport, ce qui est pas du tout. Alors moi, je suis dans le milieu du soin à la base. D'accord. Et j'avais pris une année sabbatique à un moment donné pour différentes raisons, et j'ai eu la possibilité de rentrer chez Fratellini pour de la voltige acrobatique de cirque. Ok. Donc j'étais déjà assez athlétique, mais c'était un vrai challenge. Oui. Et forcément, j'avais déjà 35 ans à l'époque, et je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi. Et ça m'a, ce challenge-là, en fait, de l'avoir abouti, qu'on m'ait proposé un travail derrière,
que j'ai occupé un certain temps. Voilà, c'était plus le challenge. Ça a changé ma vie, comme disait Mathieu. C'est important parce que j'ai quand même toujours été sportive, très tonique, très volontaire, avec un mental quand même un mental à part. On va pas se mentir. Et ben, j'ai quand même toujours besoin d'avoir des challenges, de me fixer des objectifs. Oui, mais là, c'est quand même un sacré challenge que vous vous êtes accordé. Et j'imagine que c'était quand même de nombreuses heures d'entraînement par semaine. Alors chez Fratellini, effectivement, c'était 20 heures par semaine. Oui. Ouais. Donc c'est beaucoup, et honnêtement, c'était la meilleure année de ma vie. Donc c'est quoi? C'est de la souplesse, le matin, en fait, c'est 4 heures d'entraînement au sol, donc de gymnastique, de renforcement musculaire, et l'après-midi, c'est 3 heures de voltige à cheval. Oui. Donc c'est assez intense, et j'ai jamais été aussi en forme et aussi épanouie que cette année-là. Et j'ai cette satisfaction, c'était il y a 10 ans, et je la garde en moi, c'est-à-dire que la vie ne m'a pas épargnée par la suite, et j'ai toujours gardé cette mémoire, mon corps a gardé en fait cette mémoire musculaire et mentale de se dire j'ai pu y arriver. J'ai pas plus d'aptitude que vous ou n'importe qui d'autre, mais j'avais décidé que j'y arriverais, que j'irais jusqu'au bout, que je me donnerais les moyens, et j'ai pas lâché. Et après, j'ai dû mener d'autres combats contre la maladie, etc. Et j'ai perdu 10 kilos, je suis repartie tout en bas, et je me suis relevée parce que je savais que mon corps me lâcherait pas, et que mon mental était tellement étroitement lié à mon corps que je savais qu'il suffisait que je veuille pour que ça se passe. Et je l'ai montré et remontré, parce que j'ai 48 ans aujourd'hui. Je fais environ 6 heures de sport par semaine minimum. Et je suis pas au max du tout. Je pourrais pousser davantage, mais bon voilà, j'ai pas d'opportunité. Ça va, 6 heures par semaine. Et c'est quoi les 6 heures? C'est quoi? C'est endurance, musculation, pilates? Je cours 3 fois par semaine avec des trainings très millimétrés. Du milieu savent, des fractionnés, un peu d'endurance, de manière raisonnée. Je cours pas à 30 km non plus, mais c'est très très régulier, très constant, très rythme cardiaque très surveillé, etc. Et c'est quelque chose qui ne me fatigue pas. La course à pied, c'est très intéressant pour travailler l'endurance cardiaque notamment. Oui. Et les gens, souvent, je les croise, ils courent, ils sont dans la zone rouge. C'est des trucs à ne pas faire. Absolument. C'est quoi pour vous la bonne fréquence cardiaque? Attention, vous parlez à un connaisseur, Olivia. 120 par minute, 120 battements par minute dans l'effort, oui. C'est pas mal. Voilà, c'est très bien. Je précise que vous êtes marathonien, Vincent Hubertin. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais je suis très attentif parce que la fréquence cardiaque, justement, c'est que c'est exactement le même constat. Il y a plein de gens qui sont dans le rouge, on le voit bien, ils souffrent, ils sont pas bien, ils sont. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a les accidents, et que c'est pas ça qui est bon pour les artères, pour l'endurance, pour le niveau cardiovasculaire. C'est ça, il faut avoir une fréquence cardiaque 120. Il faut être capable de parler. C'est ça. Le peu de fois en fait où quand j'atteins un palier supérieur en termes de temps ou de distance, si des fois je me laisse emmener par l'envie et que j'écoute pas assez mon corps et que je suis à 220 en battements par minute, malgré mes capacités, je peux rester une minute ou deux comme ça, et je vais le payer quand même. Je vais être fatiguée, je vais être démotivée. C'est exact. Et ça me calme direct. Je le refais pas en général. Oui, on a des crampes, on n'est pas bien, quoi. Donc Mais ce qui est fabuleux, et merci de ce témoignage, je trouve que c'est un très joli témoignage, parce qu'on voit, moi qui ne cesse de répondre, que le corps nous dit tout, et là on voit bien, vous êtes tellement à l'écoute de votre corps que à la fois vous ne l'abîmez pas, et en même temps c'est votre support extraordinaire. Grâce à votre corps, vous savez que vous avez pris confiance en vous, et vous savez que vous allez affronter tous les événements de la vie, quoi. Par rapport à l'équilibre de ma vie, en fait, je me suis aperçue, parce que comme je suis quelqu'un de très tonique, j'essayais de rentrer dans le moule désespérément, d'être calme, sage, raisonnable, de pas trop vouloir de choses, et de pas trop m'épanouir à l'extérieur, d'être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne professionnelle. Et en fait, une partie de moi qui mourait. Vraiment, donc j'ai essayé de le faire modérément, 1 heure par semaine. Je m'ennuyais terriblement et il me manquait vraiment quelque chose. Et d'avoir plusieurs disciplines aussi, parce que je fais de la musculation 3 heures par semaine en renforcement.
Donc c'était complet. Donc vous c'est très complet ce que vous faites, entre 3 heures de footing léger en endurance, un peu de fractionné pour améliorer la vitesse et puis la musculation. Ça c'est vraiment l'équilibre parfait qui permet de jouer sur les deux sports. Et parce que le sujet de l'émission c'est quand même sexualité et sport. Quel est votre conseil? Quelles sont vos constatations? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est très important. Alors au-delà de la préoccupation physique, je reviens brièvement dessus, mais c'est pas, je veux pas être dans la tyrannie de la peur de vieillir, ou si je prends 10 kilos, je prends 10 kilos et ça me posera aucun problème. Je pense que ça changera pas ma sexualité. Par contre, j'ai pris conscience qu'il était essentiel que j'ai cette connexion avec moi-même, dont on a besoin dans la sexualité, parce que la connexion au corps, elle est liée à mes connexions émotionnelles. Ces moments où je me retrouve seule avec moi-même sont exceptionnels et très jouissifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils sont indispensables pour ma sexualité. Comme je me sens bien, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aimer plus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a un impact sur ma sexualité par rapport au bien-être, davantage. Oui, mais parce que vous êtes tellement en phase avec vous-même, au sens du corps et de l'esprit et des émotions, que vous pouvez, et ça c'est quand même très caractéristique du féminin, que vous pouvez recevoir l'autre. C'est ça, exactement. La sexualité, c'est de la connexion. Et que la connexion avec l'autre, si on est bien avec soi-même, on est facile, on peut créer ce lien avec l'autre, cette connexion qui amène à la sexualité épanouie et le lien parfait. Et peut-être que le fait que vous puissiez vous dépenser votre énergie dans le sport, vous êtes moins dans une demande sexuelle qui pourrait être une recherche de calmer votre énergie. Vous voyez, je crois qu'il y a aussi ça qu'il faut comprendre, et ça s'adresserait plutôt aux hommes, bien que, à mon avis, ça pourrait s'adresser à vous si vous ne faisiez pas autant de sport. Parfois, les hommes ont besoin de sexe juste pour s'apaiser, et ça, c'est pas forcément bien, parce que le sport peut leur permettre de décharger, si je puis dire, cette énergie qui quelque part parfois se manifeste dans le besoin de sexe. Voilà, ou au contraire, le sport lui permet, comme des préliminaires, lancer quelque chose qui lui permet d'aller plus facilement à la connexion de l'autre, ne pas avoir juste une consommation sexuelle. C'est ça, oui. Ne pas avoir l'autre comme un objet, mais comme l'autre comme partenaire, et que la sexualité permet justement cette connexion. Oui, parce que je crois que c'est toujours la même chose. Faire du sexe pour faire du sexe, c'est pas ça faire l'amour. C'est pas ça. Vous êtes d'accord avec ça, Olivia, que enfin tout ce sport que vous faites, ça vous calme aussi pour ne pas être dans un besoin sexuel? Je ne sais pas. Paradoxalement, oui. Ça me donne de l'énergie. Alors oui et non, ça me donne de l'énergie en fait. Mais ça me donne. Oui, ça. Du coup, je reste dans cet élan physique, j'ai envie de dire, qui facilite. J'ai le même rapport au sexe, si vous voulez, qu'au sport, dans le sens où c'est un rapport qui est sain et facile. Mais c'est comme un mode d'expression. Voilà, je cherchais comment m'exprimer. C'est comme un mode d'expression dans le sport. Mon corps s'exprime de la même manière que dans la sexualité, de manière fluide et légère, et parce que mon corps est aussi entraîné, enfin, au mouvement. Et c'est comme respirer, en fait. D'accord. Et vous trouvez que justement votre sexualité, depuis que vous êtes en paix avec tout ça, ça s'est amélioré? Oui, parce que comme le fait qu'il y a moins de fatigue, si vous voulez, le piège aussi, je trouve, des femmes avec la charge mentale qu'elles peuvent avoir, dont je parlais au début de mon témoignage, c'est qu'on est un peu dans une routine et mentalement ça se ressent. Et le soir, on se retrouve avec son mari, on n'a pas forcément envie, les enfants à préparer, machin, enfin la double journée qu'on connaît tous. Et il y a une espèce de routine où le soir on s'écoule, on est fatigué, alors qu'en fait, moi je suis pas fatiguée, justement. Et les fois où je faisais moins de sport, j'étais dans une espèce de routine qui m'animait pas, malgré que j'ai toujours aimé mon travail ou les personnes avec qui j'étais, bon voilà, mais il manquait quelque chose de l'élan vital, en fait. C'est plutôt ce registre-là. Oui, ça nourrit l'élan vital. C'est intéressant ce que dit Olivia, parce que finalement, on pourrait presque dire aux femmes qui ont une journée de travail épuisante, allez faire 1 heure de sport et vous serez plus. Ça paraît totalement contradictoire. C'était ma question. Quels sont vos conseils? Imaginons aux auditrices et aux auditeurs, on est dans la tranche 45, 50, 55, qui
la pression de la vie moderne, avec le stress, avec le boulot, avec les enfants, les activités, on n'en peut plus, les courses, etc. Quels sont, en quelques mots, les conseils pratiques que vous donneriez à quelqu'un qui dit « j'ai pas le temps, je suis trop fatigué ». Eh bien, je dirais d'aller prendre une paire de chaussures, d'aller marcher, ne serait-ce que 30 minutes, marche rapide, avec un plan incliné, enfin avec des côtes. Ça muscle énormément. D'ailleurs, Brigitte vous l'a dit tout à l'heure, et c'est très vrai. Parce que quand j'étais en période de réhabilitation, j'avais pas le droit de courir, c'était trop tôt, il fallait que je me remuscle, et je me suis remusclée en marchant. 30 minutes par jour, je pense que tout le monde peut se le caser, même quitte à se faire en salle, le soir il fait nuit, c'est l'hiver, etc. Quitte à marcher en salle, c'est moins fun qu'en extérieur, mais le fait de bouger, faire du roller, n'importe quoi, du vélo, courir, ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin de payer un abonnement, courir de manière raisonnée, 3 fois par semaine, allez, 15-20 minutes, c'est suffisant, ça relance la machine, ça relance le cardio, ça modifie aussi la silhouette pour le coup, ça suffit. Et il n'y a pas besoin de faire comme moi 6 heures par semaine pour être au top, voilà, c'est pas ça. Voilà, vous voyez, c'est exactement mon conseil, ma première prescription. Enfin, je vois essentiellement des hommes qui viennent pour des problèmes d'érection, de libido, etc. Première prescription, c'est une paire de chaussures, parce que il faut aller prendre une prendre adaptée. son pied, ça me paraît normal. Absolument, c'est les chaussures qui remplacent, qui substituent la pilule bleue d'ailleurs. Voilà, et puis 30 minutes, c'est des excellents préliminaires. 30 minutes Non, mais là où vous avez raison, Olivia, c'est que évidemment, ça améliore la silhouette, certes, ça libère la tête, parce qu'on a beau dire la marche, on a l'esprit qui s'évade, exactement. Et puis ensuite, ça nourrit l'élan vital. Donc voilà l'ordonnance faite par Olivia et Vincent Hupertan. Prenez-en note tous. Allez, on continue dans cette deuxième heure avec vos témoignages, bien sûr, quel que soit votre pratique du sport, ou pas d'ailleurs, parce qu'après tout, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont très 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 à l'aise sexuellement et qui ne font pas du tout de sport et qui sont un petit peu énervés par tout ce que vous dites, Vincent Hupertan. Je crois. Et donc, ils sont les bienvenus aussi s'ils ont envie de réagir sur Sud Radio. Et puis, alors, vous n'échappez pas à la petite devinette. J'ai l'habitude. N'est-ce pas? Alors, on dit que le lézard est supérieur à l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi? En tout cas, vous avez le temps de réfléchir et puis peut-être que vous pourrez me trouver la réponse. C'est assez facile. Je l'ai déjà. Je crois pour une fois, je pense. Waouh, c'est assez facile. Reconnaissez que là, je vous fais un petit cadeau. Allez, vous pouvez nous rejoindre en tout cas 0826 300 300. On se retrouve après les infos. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue. On fait le lien entre le sport et le sexe. Je crois qu'on a déjà bien compris dans cette première heure qu'il y avait un véritable lien. Et on va continuer bien sûr avec Chris d'ailleurs qui nous rejoint dans un instant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Prostate Minute, Vincent Hupertan, où vous donnez beaucoup d'informations justement sur la sexualité, notamment des hommes. Et puis je crois que vous avez la réponse à ma devinette. Pourquoi le lézard est considéré comme supérieur à l'homme? Parce qu'on peut lui arracher, voire couper la queue, et il va repousser. Alors c'est tout à fait la bonne réponse, mais j'aime mieux la mienne de réponse parce qu'il est prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie. C'est pas sûr que l'homme serait prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie. Voilà, mais il faut dire qu'elle repousse pas sa queue à lui. Voilà, les hommes rêveraient d'avoir une qui pousse plus grande que celle d'avant. Ça serait génial quand même, si vous aviez la même chose que je serais mieux que Elon Musk à ce moment-là, si j'avais la recette. Vous seriez, absolument plus riche. Milliardaire. C'est clair. Chris, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Chris. Vincent qui est avec nous, merci de prendre la parole, Chris. Alors, quel sport faites-vous? Ou pas, d'ailleurs? Pendant très longtemps, j'ai fait du volleyball. Alors aujourd'hui, j'ai 57 ans, donc le volley, c'est quelque chose d'un peu oublié, trop de douleur. Mais j'ai toujours continué le sport en faisant de la musculation, de la course à pied, pour tâcher d'entretenir mon physique. Étant donné que c'est la première chose qu'on voit. Donc vous dites bien, vous l'avez fait pour entretenir votre physique, c'est-à-dire c'est vraiment pour vous sentir beau, quoi, si je puis dire, dans les yeux des femmes. Exactement, me sentir beau envers moi-même déjà, avoir
une bonne opinion de moi et de mon physique, et puis me sentir. Mais je crois que ce que vient de dire Chris, Vincent Hupertens, c'est assez général chez les sportifs. C'est d'abord pour se sentir bien vis-à-vis de soi, il me semble. On ne fait pas du sport pour plaire aux autres, je crois. Il faut s'aimer soi-même. C'est avant de plaire aux autres. Quelqu'un qui s'aime pas soi-même, il a aucune chance de plaire aux autres. Donc, oui, mais c'est important parce que si on part sur cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on fait du sport pour se plaire d'abord à soi, parce qu'on veut pas laisser le corps s'avachir, etc. Eh ben, toutes les personnes qui ont une mauvaise estime ou une mauvaise confiance en eux, on pourra toujours leur dire de faire du sport, ça les motivera pas à aller en faire. Donc c'est compliqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est compliqué comme message, mais ça reste quand même que tous les témoignages de cet après-midi, tous dans le même sens. Le sport, c'est se donner du temps à soi, c'est de se reconnecter avec soi-même et son corps. Oui, mais ce sont que des personnes qui sont bien avec eux-mêmes, me semble-t-il. Enfin, quand on a entendu Yannick, Mathieu ou Olivia, on voit bien que c'est des gens qui sont bien dans leur peau, quoi. Mais qui, à un moment donné, n'étaient moins dans le sport, donc ils avaient arrêté à un moment donné. D'ailleurs, c'est sa question pour Chris. Est-ce qu'il y a un gap, est-ce qu'il y a un arrêt, est-ce qu'entre le moment où vous avez arrêté le volleyball, qui est quand même assez intense, et la reprise du sport, est-ce qu'il y a une période il y a un temps d'arrêt ou... Oui, alors il y a eu des arrêts quand je me suis blessé, une rupture du tendon d'Achille. Ça, c'est assez, ça fait mal. Et c'est long. Voilà, c'est long, c'est assez efficace, et là on s'aperçoit que il faut continuer le sport. Il faut pas lâcher l'affaire. Tout à fait. Si on veut pas se transformer en bonbonne. Ah oui, et puis c'est magnifique parce que moi j'ai plein de passions justement au moment où soit les croisés, soit les tendons d'Achille, ils s'arrêtent. Les croisés, c'est le genou, hein. Oui, tout à fait dans les grands croisés. Donc, mais les gens savent, les gens qui ont les croisés, ils savent de quoi on parle. Ceux qui ne l'ont pas eu, ils savent peut-être pas. Voilà, donc il vaut mieux qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Voilà. Mais les sportifs, ils connaissent tous l'histoire des ligaments croisés du genou et puis des tendons d'Achille, et que à ce moment-là, souvent, ils arrêtent parce que c'est très compliqué. Il y a des douleurs chroniques, donc ils se mettent dans des espèces d'état. En effet, moi, ce qui m'a affolé, c'est pas la rupture du tendon d'Achille, c'est que le médecin m'a dit, pas de sport pendant 1 an. J'ai dit, oula, je vais faire quoi? Je vais devenir quoi? J'avais 43 ans. J'étais pas vieux. C'était la première fois que ça m'arrivait de me faire bloquer ainsi. Oui. C'est un âge fatidique, 42, Chris. Oui, certainement. Et le retour était difficile, et en effet j'ai vu des photos pendant ma convalescence, et j'ai dit non, il faut pas que j'arrête le sport, il n'en est pas question. Vous aviez pris combien de kilos? Alors pas tant que ça, j'avais pris 3-4 kilos, mais au mauvais endroit. J'avais plus de muscles, j'ai au mauvais endroit, et vous étiez des muscles. Les volumes étaient pris au mauvais endroit. Les deux. Cela dit, 3-4 kilos en 1 an, c'est pas mal, hein. 3-4 kilos, en sachant qu'en perdant du muscle, c'est-à-dire qu'en matière de graisse, c'est beaucoup plus que ça, d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire, du coup, c'est... Oui, je pense. Je pense. Oui, bien sûr, parce que vous étiez moins musclé, donc vous pesiez déjà moins lourd. Et comme vous avez pris 3-4 kilos, oui, en effet, Vincent a raison. Voilà. Et aujourd'hui, la recette, votre pratique à vous, les mêmes questions à chaque auditeur. Vincent est en train de faire une thèse sur le sport et le sexe, Chris. Non, mais c'est qu'on a des chiffres, donc c'est important pour donner des conseils aux autres qui nous écoutent. Quels sont, justement, parce que c'est un excellent exemple, sportif de haut niveau, blessures multiples, les genoux qui ont pris pas mal et un tendon d'Achille rompu. Comment peut-on se remettre au sport? Quel rythme, intensité, quel type de sport? Après, il faut changer d'attitude. Les sports violents et les chocs. Les chocs physiques, il faut stopper. C'est douloureux, puis on s'en remet pas. Et puis à un moment donné, le niveau ne revient pas. Alors, à part créer de la frustration, moi c'est ce que j'ai eu au volleyball. J'ai arrêté le volleyball parce que j'avais plus le niveau et je me voyais diminuer. Et c'était trop violent pour moi pour continuer le volley à demi-mesure. Donc j'ai fait autre chose, j'ai fait du sport individuel, beaucoup moins marrant, parce que l'avantage du volley c'est que c'était très ludique, et puis il y avait un tissu social qui était important. On retrouve ses copains, oui, bien sûr. Il y avait un gros tissu social, moi tout s'est construit autour du volleyball, pas autour du travail, mais autour du volley. J'ai constitué mes amitiés et puis mes amours aussi
Voilà, parce qu'il y avait un point commun, c'était le sport et le volley. Et ce point commun est assez fort. On se modifie, on accepte certaines choses. Et puis on refuse la fatalité, quoi. Oui. Et voilà. Et moi, du coup, quand je rencontre des femmes, notamment hier, je suis sorti, il y a une dame qui était très jolie, très très physiquement jolie, qui s'est approchée de moi. Et elle m'a dit, toi, tu fais du sport. Voilà. De suite, j'ai senti. Ah oui. Et ça, c'est plaisant. Ouais. Ah oui. On dégage quelque chose de particulier, oui. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Et je pense que ces 2 heures vont augmenter l'envie de faire du sport de beaucoup d'hommes. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. On espère. J'ai encore quelques chiffres à donner. Donc oui, effectivement, c'est pas mal. Donc vous faites combien? Donc 2 heures de sport par semaine, c'est ça? 4 heures. 4 heures, oui. Voilà. 2 fois par semaine. 2 fois 2 heures, oui. 4 heures. Du fond, alors plus de l'elliptique. Maintenant, je me suis inscrit à une salle récemment. Oui. Avant, je faisais ça dans la nature. Mais là, j'ai cessé, c'est trop dur. Surtout l'hiver. L'été, il fait trop chaud, puis l'hiver, il fait trop froid. Et puis finalement, les appareils me permettent de travailler beaucoup mieux, d'équilibrer mes mouvements. Et comme je souffre maintenant d'une sciatique, oui. Il n'est plus question de faire n'importe quoi ou de faire tout à l'arrache. Exact. Voilà. Donc, et vous travaillez seul avec un coach? Vous avez un coach qui vous accompagne, qui vous donne des conseils, ou vous êtes en solitaire? Alors, c'est plutôt solitaire, mais j'ai une amie qui est très sportive, qui a toujours fait de la salle, qui me conseille. D'accord. Et bon, ça a cet avantage. Et puis j'essaye toujours un peu de m'amuser, parce que le but quand même, c'est pas, on est d'accord. Pas de souffrir. Ah oui, on est d'accord. Et c'est de trouver un peu de plaisir dans l'activité physique. Sinon, on tient pas. Je veux dire, si c'est trop pénible, il faut qu'il y ait quand même des satisfactions, évidemment. Et puis pour revenir au sexe, le sport, le sexe. Oui. Voilà, c'est moi le retour sur l'investissement, c'est que les femmes que je fréquente apprécient mon corps. Voilà, elles sont excitées et ça c'est un retour pour moi qui est flatteur. Et puis je me dis je suis pas trop encore je suis pas dans le 3e âge. 57 ans, ça va encore, mais c'est vrai qu'à 57 ans, on peut déjà avoir un bon bidon, et c'est vrai que c'est pas, quoi qu'on en dise, parce qu'on parle toujours de l'esthétique des femmes, mais je veux dire, les femmes préfèrent un homme qui a un ventre plat qu'un homme enceinte. Ah oui, le ventre il va plus vite que les abdos, ça c'est sûr. Le gros ventre, ça va beaucoup plus vite que les abdos. C'est terrible. Sans compter que ça donne l'impression que le pénis est plus petit quand on a un gros ventre en tant qu'homme. Oui. Il est enfui. Il est seul et perdu dans la Grèce. Allô, il y a quelqu'un? Où est-il? Si on prend des femmes minces, on a toujours l'impression qu'il est assez gros. Oui, mais au-delà, en fait, on sait que cette graisse abdominale, elle est très mauvaise pour la dimension cardio, pour l'érection, pour la testostérone. Donc du coup, c'est vrai qu'on blague là-dessus, mais en fait, c'est un vrai phénomène de santé et c'est vrai que c'est un vrai problème de santé publique. Absolument. C'est de la responsabilité de chacun de voir comment on adapte avec les journées qu'on a aujourd'hui entre l'alimentation équilibrée, le sport, le sommeil, parce que c'est pas juste le sport. Le sport seul, si le reste n'est pas là, ça ne suffit pas pour avoir un bon équilibre sexuel et libido et érection. Eh bien, bientôt nous allons avoir le programme parfait de Vincent Hupertan pour savoir comment se maintenir en forme. Merci beaucoup, Chris. En tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause et puis on continue dans un instant avec vous, Vincent Hupertan, bien sûr. Et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300. À tout de suite. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue, et on va donner la parole à Carmen. Est-ce qu'on sait si les sportifs justement ont moins de panne d'érection, ou est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites sur ce point?
on sait qu'en termes d'hygiène de vie, de qualité de vie, chez les hommes qui pratiquent une activité sportive, à terme, il y a 30% de moins de dysfonction érectile. Donc là, tous les études. 1 sur 3, c'est pas rien. Et voilà, c'est les études épidémiologiques qu'on en cours montrent qu'effectivement, mais tout ça, ça rentre, pas que le sport, ça rentre dans une hygiène de vie avec, ça passe par le sommeil, parce que déjà, si le sommeil n'est pas là, il y a un problème au niveau de l'alimentation, donc du contrôle du poids et tous les facteurs de risque bien sûr. Carmen, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Carmen. À tous les auditeurs. Je suis contente de passer à l'antenne. Je suis déjà passée avec Hélène Viecali, je crois, voilà, pour parler de la danse. Parce que, moi, mon sport favori, c'est la danse. Depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai commencé par le classique. Ensuite, j'ai fait du modern jazz. Puis ensuite, j'ai fait du flamenco, 10 ans. Et là, j'ai 62 ans. Je suis pas trop mécontente de mon corps. Soyez-en même contente, Carmen. Osez. Ouais. Mais en plus, la danse, bien sûr, c'est à la fois un art et un sport, mais c'est aussi un sport qui est très très bon pour le cerveau. Ça, c'est Lucie Vincent qui a écrit un livre sur la danse qui est excellente pour le cerveau. Ah, je le connais pas ce livre. Bon, j'irai voir. Et oui, ça vous intéressera, oui. Je sais plus quel est le titre. Je suis désolée parce que bon. Mais en tout cas, c'est parce que la danse nous oblige à avoir des mouvements qui font fonctionner la coordination. Voilà, c'est ça. Les mouvements. Ouais. Donc voilà, donc maintenant je suis retraitée, je fais du pilates le mardi pour l'entretien, de la randonnée le mercredi. Donc c'est vrai, vous parliez tout à l'heure d'une marche plutôt normale. Bon, c'est vrai qu'on va pas très très vite à la randonnée, mais on fait 7 km quand même. Bon voilà, c'est agréable. C'est déjà pas mal. 7 km, c'est pas rien. C'est un entretien, voilà, par semaine. Et après, le week-end, c'est la salsa, la kizumba, voilà, le tango. Donc 2 fois la semaine et 2 fois le week-end. Donc voilà. Ça fait pas mal de sport si on additionne tout ça dans la semaine. Oui, ça fait. Voilà. Alors après. Donc vous êtes bien dans votre corps, je suppose, Carmen. Oui. Alors tout à l'heure vous disiez que ça va avec le cerveau. Moi j'ai quand même fait un burn-out. J'ai toujours fait du sport et c'est vrai que ça m'a sauvée d'aller marcher tous les matins. Plutôt que l'antidépresseur, j'ai préféré marcher. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle thérapie aussi pour le cerveau. Il faut pas. Je vais rappeler un dicton d'Hippocrate. Vous voyez, quand ça va pas dans ta vie, sors et marche. Si tu rentres, ça va toujours pas, remarche à nouveau. Voilà, donc oui, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est une séparation entre le corps qui marche en rythme forcé par la tête et qu'à un moment donné dit stop, il n'y arrive plus. Et donc, on a bien sûr les traitements médicamenteux qui sont utiles, mais au-delà de ça, ce que vous faites, la marche, c'est une thérapie excellente. Et puis ça coûte pas cher, accessible à tout le monde. Ça permet de libérer, de nettoyer, faire le ménage dans ses pensées. Et après, par rapport à la danse, c'est vrai que, oui, comme je disais à votre coordinateur à l'accueil, je disais que oui, on se sent belle parce que déjà on met une jolie tenue pour aller danser, voilà. Alors donc ça fait du bien partout au corps et à la tête, la danse, voilà. Oui, et puis la danse, c'est aussi, on retrouve d'autres personnes avec qui on danse, ça a aussi cet effet positif. Le côté social, oui. Et proximité des corps aussi, proximité des corps, parce que la danse, oui, ça dépend des danses, mais parfois c'est très... Oui, il y a le côté, vous voulez dire le côté sensuel. Absolument. Voilà. Donc il y a toujours de la danse, il y a toujours une dimension de sensualité qui est très importante.
C'est exact. Et pour la libido, pour moi, elle ne m'a jamais laissé tomber. Oui, voilà, c'est un message, c'est un message qu'il faut passer. C'est un message, oui. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que la danse est quelque chose de très sensuel, donc on est forcément plus à même d'être avec une bonne libido. Même quand vous aviez votre burn-out, votre libido ne vous a pas lâché? Non, parce que justement, je suis tombée sur un compagnon qui, lui, avait sûrement des soucis relationnels avec sa mère, où il détestait sa mère, etc. Je veux pas être psychologue, mais presque. Et il avait besoin de faire l'amour 3 fois par jour, vous voyez. Et donc, il m'est arrivé, au contraire, comme vous avez dit auparavant, je pense que c'était addictif, mais réparateur, vous avez dit, je crois, tout à l'heure. Oui, j'ai dit que la sexualité pouvait être réparatrice, oui. Voilà, mais c'est pas aussi une sexualité boulimique, quelque part? Pour moi, en tout cas, j'étais bien dans cette période-là, quoi. Donc, lui aussi, on était content, mais c'était à ce moment-là, justement, de mon burn-out. Et est-ce que ça m'a remplacé le comprimé? Mais ça a été magique. J'en ai pas eu besoin. Certains à vous écouter, Karen, diraient que vous n'avez pas fait un vrai burn-out, parce que franchement, voilà. Enfin, en tout cas, un des signes typiques de burn-out est que plein d'auditeurs peuvent se reconnaître, c'est manque d'intérêt pour la sexualité, parce que le corps, la tête, il n'est plus à ça. Il est tellement la tête dans le guidon sous l'eau que la sexualité, c'est plus du tout une nécessité, un besoin. Alors peut-être qu'aujourd'hui on a tendance à plus vite diagnostiquer un éventuel burn-out, et c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous, c'est-à-dire que vous auriez continué, vous auriez peut-être vraiment sombré, et heureusement vous avez pris conscience que vous étiez en train d'être en burn-out à temps. Oui, parce que je pleurais tous les jours, donc quand même. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est une déprime ou une dépression, parce que le burn-out c'est le mot moderne, mais bon, voilà, c'est une déprime. Non, mais quand on pleure tous les jours, voilà, c'est que quelque part. C'est une question de définition. Le mal-être, il est là, quoi. Quelqu'un qui pleure tous les jours, il est dans le mal-être, quoi. Ça s'appelle burn-out ou pas, finalement. Là, oui. Voilà. Et là, on vous sent plus du tout dans le mal-être, hein, Carmen. Puis... Non, ça va mieux. C'est mon compagnon que j'envoie au sport maintenant. Ah oui. Vous avez raison. Parce que, comme vous disiez, il a le petit ventre là. Donc voilà. Donc voilà, il faut qu'il aille. Il a son andropause là, ou je sais pas quoi. Il a un manque de testostérone là qui va. Oui, la fatigue et tout, et donc voilà, il commence. Ça fait 3 fois qu'il retourne au jogging. Bon, vous avez raison. Il faut l'encourager. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage, Carmen. Merci à vous. Et puis, on se quitte un court instant. On revient sur le sexe au conseil, l'orgasme féminin, parce que on a beaucoup parlé des hommes, on va parler un peu des femmes. Et puis, on ira ensuite à Romans-sur-Isère pour parler de ce roman d'amour, ce festival qui va avoir lieu à partir de samedi prochain. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre, 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors on va faire un petit tour, Vincent Hupertan, du côté du féminin et de l'orgasme féminin. Je crois qu'il est toujours utile de rappeler que le clitoris est l'organe le plus sensible, le plus innervé, pas énervé. Oui, énervé, oui, avec des innervations, tout à fait. Du sexe féminin, et que le clitoris d'ailleurs est plus innervé que le pénis, et que le gland en particulier, qui est la partie la plus sensible. Alors donc, il n'y a rien d'étonnant que la plupart des femmes atteignent l'orgasme grâce aux stimulations clitoridiennes. Le vagin étant nettement moins innervé, mais qui peut être aussi source d'un orgasme, notamment lorsque le clitoris est stimulé, que ce soit par stimulation extérieure ou stimulation sur ce qu'on appelle le fameux point G, qui correspond aux racines du clitoris. Voilà. Alors, je crois que c'est vraiment important de rappeler l'importance que la sphère génitale féminine forme un tout. Il n'y a pas d'un côté le vagin, d'un côté le clitoris. Et je crois que ça, c'est vraiment important, parce qu'on a encore tendance à séparer les deux. On est tout à fait d'accord, mais c'est pareil chez l'homme et chez la femme. Toutes ces zones périnales,
chez l'homme et chez la femme, il faut partir d'un constat embryologique. De point de vue embryologique, cette structure part du même endroit, c'est les mêmes points de départ au niveau embryologique. Et que autant le gland chez l'homme, il a d'autres fonctions, le gland du clitoris n'a qu'une seule fonction, c'est la fonction de l'orgasme. C'est pour ça d'ailleurs, dans certaines cultures, il y a cette barbarie dans laquelle on va le couper chez la jeune fille parce que c'est des jeunes filles, jeunes femmes ne doivent pas avoir le plaisir autrement que par la pénétration dans le cadre du mariage. Donc c'est un organe qui ne sert qu'à ça et que pendant très longtemps il a été délaissé par les médecins. Ça fait très peu de temps qu'il est analysé depuis qu'on a l'accès à l'IRM et puis c'est une Australienne, j'ai oublié son nom, c'est la première qui a fait des études qui a montré justement toute la complexité de tissus et des terminaisons nerveuses qui participent au plaisir et à l'orgasme féminin. Voilà, et je voudrais ajouter quelque chose qu'on oublie un tout petit peu aussi. Il y a des femmes qui atteignent l'orgasme avec stimulation du col de l'utérus, et c'est généralement ces femmes-là qui aiment justement des pénis importants. C'est pas toutes les femmes, mais c'est aussi certaines femmes qui aiment ça. Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre que l'orgasme féminin c'est une histoire personnelle et c'est à la femme de comprendre qu'est-ce qui lui apporte le plus de jouissance ou de plaisir tout simplement, et donc c'est à elle de s'éveiller à ses sensations et d'oser trouver les pratiques qui lui conviennent le mieux. Et puis l'homme il doit jouer à l'explorateur lorsqu'il rencontre une femme avec son pénis, ses doigts, sa langue, puis tout ça passe aussi par une communication puisque finalement on le sait, la sexualité féminine, elle s'épanouit en général entre 35 et 45 ans. C'est là où la femme est le plus à même d'être dans une sexualité épanouie. Donc voilà, n'hésitez pas, essayez de découvrir qu'est-ce qui vous fait du bien, mesdames, et puis messieurs, soyez curieux aussi. Et puis je rappelle que même après 50 ans, on sait qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont devenir fontaines, donc il n'y a pas d'âge non plus pour découvrir encore d'autres plaisirs. Et c'est vraiment important de bien comprendre que pour l'homme aussi, bien sûr, c'est toute une aventure toute sa vie, mais pour la femme peut-être encore plus, parce que justement la femme est plus complexe dans sa jouissance que l'homme. Ce que c'est explique toujours, ça s'apprend, maîtriser, apprendre, ça s'apprend par à se connaître soi-même. On peut pas demander à notre partenaire de nous faire jouir si soi-même on sait pas comment le faire. Donc du coup ça passe par sa connaissance, son autoconnaissance avant de demander de se construire. Donc en fait la sexualité c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Absolument, et ça on a tendance à pas assez le dire. Il faudrait toujours le répéter encore et encore. Et puis on va se retourner vers Romans-sur-Isère avec Georges Perret qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous lancez ce premier festival, alors roman d'amour, évidemment c'est facile, Romans-sur-Isère, roman d'amour, le ton est donné, et c'est un festival qui va démarrer donc le samedi 8 février jusqu'au 16 février à Romans-sur-Isère. Il va se passer énormément de choses. Je suis ravie d'être votre marraine, puisque moi je serai chez vous samedi et dimanche. Est-ce que vous avez vraiment eu envie d'aborder beaucoup de choses différentes, parce que on sait que Romans-sur-Isère a été une ville meurtrie, on se souvient tous de ce fait divers qui a été particulièrement marquant dans les médias, mais vous voulez montrer que l'amour peut vaincre tout. Oui, tout à fait. L'amour d'ailleurs sous toutes ses formes, y compris l'amitié, la fraternité, la sororité. Donc, comme vous dites très bien, Romans a été une ville meurtrie et nous voulons qu'elle soit une ville réunie et une ville réjouie. Donc autour de ce festival dédié à l'amour, et donc la joie, plutôt que de laisser régner la peur et la haine face à la violence que l'on subit parfois et parfois trop souvent dans notre société. Donc cette ville réjouie, c'est aussi l'état d'esprit de la région de Romans-Bourg-Péage, parce qu'il y a diverses initiatives associatives, et puis il y a cette culture du bien vivre ensemble. Donc nous voulons vraiment le célébrer dans cet esprit fraternel et joyeux qui caractérise Romans.
Alors c'est sur toute une semaine et un week-end, donc il y a énormément de choses différentes. J'ai regardé le programme, c'est très très varié. Ce qui est important quand même, Vincent Hupertan, on le sait, la peur c'est le premier obstacle à l'amour au sens large du terme, et finalement célébrer l'amour et faire ce festival Roman d'amour, c'est une belle manière de cesser d'avoir peur, quoi. À tout. Ce qui a été dit là, il y a le lien amoureux, il y a le lien affectif, il y a le lien amical, il y a la fraternité, la sororité, c'est en tout, c'est la force de ce que nous sommes, de nous aimer les uns les autres. Donc, et que la peur, c'est quoi? La peur, c'est le repli sur soi, le repli communautaire. On a peur des autres. Donc, ça, c'est rien de pire pour une société que la peur des autres. Oui, Georges Perret, vous êtes d'accord, hein, le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Oui, bien sûr. Et puis la peur qui engendre la haine ou la méconnaissance de l'autre, voire le rejet. Oui, c'est vraiment un mal endémique de notre société. Nous voulons, nous, les associations et les entreprises locales de Romans, réunies ainsi, nous déclarons l'amour, donc plutôt que cette peur ou cette haine. Voilà, donc moi je suis ravie d'être avec vous samedi et dimanche. Je sais que il y aura également une librairie qui est associée à ce festival où on pourra trouver des livres, parce que c'est important aussi. La culture, la connaissance sont aussi des armes contre la guerre et pour le bien-être de tous. Oui, ce salon expo samedi, il y aura une partie dédiée aux livres, avec la seule librairie de notre ville qui s'appelle la librairie des Cordeliers. Donc il y aura plein de livres à découvrir. Et puis effectivement, vous, Brigitte, vous serez là pour faire découvrir un certain nombre de livres et discuter avec vos lecteurs et lectrices. Il y aura aussi le pianiste, écrivain nomade Marc Vella, qui revient d'un grand voyage. Oui, qui a créé d'ailleurs l'école de la fausse note, qui nous permet justement de comprendre que dans la vie on fait des erreurs, on en fait partout des erreurs, mais c'est pas grave, c'est des fausses notes et c'est grâce à ça qu'on est meilleur. C'est comme ça qu'on avance. L'échec fait partie de la réussite. Bon, en tout cas, c'est donc à partir de samedi jusqu'au 16 février, ce Roman d'amour, ce festival, donc à Romans-sur-Isère. Merci Georges Perret, et puis bravo d'avoir organisé ce premier festival. Je sais que vous êtes un peu débordé, c'est normal. Premier festival, c'est toujours un peu compliqué, mais on sera de tout cœur avec vous. Et puis si vous nous écoutez et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir. Ça sera certainement très intéressant. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Vincent Hupertan, puis on va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue, et il nous a donné notre ordonnance, donc 120 minutes de sport par semaine, c'est ça? 150 minutes. 150 minutes par semaine. Mais en endurance fondamentale, à savoir ne pas souffrir, c'est quelque chose de très léger. Donc passez chez votre magasin de sport préféré pour avoir des chaussures adaptées à vos pieds. Ensuite, faites-vous plaisir et vous allez voir que votre érection va s'améliorer si vous êtes suffisamment... Et votre silhouette va devenir irrésistible. Absolument. Oui, parce que ce qu'on oublie en fait, c'est que la sexualité, ça passe quand même d'abord et avant tout par le corps. Et quand on est au lit pour faire l'amour, on se retrouve à poil. Et là, il n'y a plus moyen de cacher les bourrelets, la graisse et le. C'est exact. C'est exact. Il faut se plaire à soi-même avant d'imaginer qu'on va plaire à l'autre. Mais on peut être bien aussi, belle, beau, un peu rond. Attention, je dis pas qu'il faut être mince, etc. Je veux dire, il faut juste ne pas être dans l'embonpoint. Ce qui est pas la même chose. Il faut se plaire à soi-même. Il faut se créer une image. On n'est pas accolé à un standard de beauté mais c'est important de le dire parce qu'on aurait pu croire.
qu'on faisait de la... Non, on n'est pas dans le body shaming et toutes les tendances. Il faut se plaire à soi-même. Et puis, que l'on ne veuille pas, les études épidémiologiques nous le disent. Attention aux facteurs de risque cardiovasculaire. Et on sait que maladie cardiovasculaire égale dysfonction érectile. Et tout ce qui va avec, et avec toutes les conséquences qu'elle a sur l'image de soi, sur la vie, sur la qualité de vie, etc. Et puis, si vous n'avez pas convaincu tous les hommes qui nous écoutent, à mon avis, Amélia va les convaincre. Bonjour Amélia. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte, ou plutôt l'inverse. Bonjour Amélia. Bonjour. Oui, alors moi j'ai toujours été sportive en fait depuis petite, et je suis un peu la version féminine de Chris, où j'ai fait du volley très longtemps. Ben oui. Et beaucoup, et j'ai 57 ans aussi. Et puis j'ai dû arrêter le volley pour différentes raisons. Donc j'ai aussi fait pas mal de courses à pied, beaucoup de yoga à une époque. J'ai un métier physique, donc déjà je suis active tout le temps, et je randonne, je fais des randos sportives, c'est pas des petites randos plan-plan en général. J'aime bien les randos un peu exposés comme on dit, un peu de varap, beaucoup de dénivelé. Et je fais des treks, au moins, j'essaie de faire un trek par an, donc à peu près 15 jours de trek. Ah, pas mal. Ouais, mais en fait, c'est que j'adore ça, quoi. C'est même pas un effort. C'est un plaisir. Je crois que quand on fait ce genre de sport, tout ce sport, c'est du plaisir et c'est de l'excitation, bien sûr. Passion et plaisir, c'est la recette pour tout. Sinon, on ne tient pas au long cours. Si c'est imposé par une volonté extérieure, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne de soi-même et ça passe par le plaisir. Exactement. Et puis surtout par, en fait, j'ai 57 ans, donc je pourrais être sujette je vieillis comme toutes les femmes, et c'est vrai qu'on m'a toujours donné 10 ans de moins, et j'ai une silhouette, la nature m'a dotée je suis grande et élancée, donc le fait d'être très très tonique, presque sèche, ça me donne quasiment 10 ans de moins, et c'est vrai que j'aime un peu jouer de ça. Mais la contrepartie, je dirais, c'est que je cherche un compagnon, mais je ne peux pas. J'ai l'impression que je ne pourrais pas désirer un homme qui prend pas soin de lui, pas dans l'excès, mais enfin un minimum plus, j'allais dire. Et je suis pas superficielle, je veux dire, c'est pas que la silhouette, mais c'est un énorme point, enfin un énorme critère chez moi. Oui, mais je pense que c'est toujours pareil. C'est parce que vous vous respectez, et un homme qui se respecterait pas dans son corps, c'est pas possible pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ou alors qui est pas motivé par ça. Moi, les dimanches, hier encore, je suis partie la journée en randonnée en me levant à 7h du matin. Donc un homme qui est sur le canapé à regarder des séries, vous voyez, par exemple, c'est un peu extrême, mais je peux pas. Moi, il faut que l'homme soit dynamique, curieux, tonique, quelle que soit la démarche sportive, et culturelle, etc., quoi. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce que vers la soixantaine, 55-60, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. d'hommes qui rentrent dans mes critères, j'allais dire. Mais je continue à chercher. Il y en a forcément, mais en même temps, de toute façon, oui, on sait très bien qu'il y a plus de personnes qui ont tendance un petit peu à s'abonner à Netflix qu'à une salle sportive. Hein. Ou alors j'ai rencontré, parce que j'ai quand même fait pas mal de sites, et j'ai rencontré quelques hommes. Alors ça non, c'est une pathologie, vous allez sûrement m'aider. Des hommes qui ne se trouvent jamais assez musclés, donc finalement qui passent des heures à pousser la fonte, qui ont des corps parfaits, mais qui ont un manque total de confiance en eux, et c'en est pathologique, et c'est pas du tout sexy en fait, parce que quand vous parlez avec eux, ils voient pas ils n'ont pas besoin de ça, quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est une maladie. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce qu'ils veulent absolument coller à un modèle qui est véhiculé, une espèce de bodybuilder qui sont d'ailleurs souvent avec des traitements anabolisants en plus de ça, ce qui font que ça, n'en parlons pas. Voilà, ça, etc. Donc mais en fait, c'est vrai que on est une société on est tellement connecté et on est tellement seul. Parce que vous voyez, à ma consultation, encore une fois, c'est quelque part ma référence parce que c'est là que je vois la vraie vie. En dehors des statistiques, il y a plein d'hommes jeunes qui sont très sportifs qui disent j'ai du mal à trouver une compagne, quoi, parce qu'il y a besoin de trouver cet équilibre avec faire du sport, s'investir. Et d'ailleurs, c'est à part, on parlait tout à l'heure que ma première prescription à un homme qui a des troubles érectiles, c'est les baskets, les chaussures. Un couple qui est en difficulté
premier conseil, allez ensemble 30 minutes le soir, passez 30 minutes, dimanche matin, une demi-heure, 3/4 d'heure, marchez ensemble et vous allez voir, ça fait des excellents préliminaires. Vous allez voir qu'on crée la connexion. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Oui. Et vous demandez à un moment à quelqu'un qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un. Alors moi, j'ai toujours eu des chiens, donc je suis passionnée d'animaux comme Brigitte. Et donc, qui dit chien dit balade. Et à une époque, je travaillais pas, je me suis bénévole dans un refuge et je marchais un peu plus de 50 km par semaine à promener des chiens. Et donc, je peux vous dire que non seulement vous faites du bien au corps, vous faites du bien à l'âme, vous faites du bien aux chiens. Et adopter un chien, il y a tellement de malheureux dans les refuges, c'est une très bonne façon de se remettre à la marche, je pense. Bon, enfin, moi, ça serait je reconnais que je marche tous les matins avec mes chiens. Je ne suis pas sûre que je marcherais autant si j'avais pas les chiens. Ça, je vous le confirme. Je vous le confirme. Et en plus, on fait pas trop moi parce que je marche à la campagne, mais on fait des rencontres en plus quand on promène son chien. Oui, enfin moi j'ai toujours été en campagne. Oui, non mais il y a moins de rencontres qu'à la plage de la Bastille à minuit dimanche. Non mais dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne pour rester ou les buttes de Chaumont ou enfin il y a quand même pas mal de parcs à Paris par exemple. Dans les grandes villes de plus en plus, je pense que oui. Oui, donc c'est une façon. Donc oui, c'est vrai que moi je suis très à l'aise. Enfin, j'aime mon corps et mon corps plaît. Bon, bah c'est tant mieux, j'allais dire. Ça fait pas tout. C'est pas une condition sine qua non, mais c'est quand même important un équilibre général. Bah, votre voix est bien charmante aussi, oui, Amélia. Ouais. Donc je pense que ça devrait pas tarder de trouver un homme à qui vous plaisez. Enfin, il y en a vous avez des hommes à qui vous plaisez. Le problème, c'est qu'il faut trouver celui qui vous plaît. C'est ça la difficulté. J'ai bien compris. Vous avez des critères, c'est question de seuil, d'exigence pour trouver. D'ailleurs, je suis très grande, donc c'est pareil. Moi, l'homme, il faut qu'il me dépasse largement. Alors là, je vous dis pas. Vous mesurez combien? Je fais 78. Ah oui, donc déjà, vous mettez la barre un peu haut, Amélia. Vous rajoutez les critères comme sur les millefeuilles. C'est pour ça que les volleyeurs sont bien, je veux dire. Oui. Bon, voilà le petit témoignage. Non, mais c'est bien. Et vous avez toujours fait du sport, donc visiblement. Ah ben oui, je dis le volley, j'en faisais 4 fois par semaine pendant, 20 ans. Après j'ai toujours fait. Et puis j'ai un métier physique, donc l'air de rien, je suis jamais assise et ça fait partie aussi des choses essentielles pour moi. J'ai du mal à rester assise aussi, quoi. De façon générale. Mais de toute façon, c'est le problème d'ailleurs de tous les métiers sédentaires. Hein. L'homme n'est pas fait pour rester assis, immobile. On n'est pas fait pour regarder des écrans toute la journée et pianoter. Ou la voiture toute la journée. Entre la voiture, c'est ça, oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu, c'est peut-être un peu de chance, j'ai jamais eu mal au dos de ma vie, et c'est un peu le mal du siècle, le mal de dos. Donc ne serait-ce que pour ça, pour les gens qui souffrent de maux de dos, se motiver un peu, quoi. Ça, c'est la troisième prescription que des hommes se plaignent je ne fais pas de sport parce que j'ai mal au dos. C'est le contraire ce qu'il faut faire, parce que si on veut soigner le mal de dos, ça passe par le sport avant tout, bien sûr, voir le médecin, mais ça passe absolument par le sport, par l'activité physique. Oui, c'est un tout. Oui. Bon, en tout cas, on a compris, un homme qui fait plus d'1m80, qui est assez... 85, non, je suis pas... 85, vous mettez vraiment la barre très haut. Hein. Et 85, sportif, pas très Netflix, pas très Coca, qui se lève dimanche matin à 7h pour faire des randonnées, ça commence à faire un peu non. Ça fait... Oui. 7h du matin le dimanche, vous mettez... Franchement, Amélia, bon, en tout cas, si y a quelqu'un qui est intéressé, on fera suivre, Amélia. C'est rigolo. Écoutez, Sud Radio sera témoin au mariage. D'accord. Volontiers. Merci. Non, mais en tout cas, c'est clair que le sport améliore l'apparence physique. De toute façon, ça c'est bon. Amélia ne fait que le confirmer, mais je crois que tout le monde le sait. Et puis après. Pardon. Merci Amélia. Non, mais ce que je crois qu'il faut bien rappeler, c'est qu'encore une fois, faire du sport, ça doit rester un plaisir. Et pour
pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être été, grâce à vous, Vincent Hupertan, motivés à s'y mettre, moi je leur conseille vraiment de trouver quelque chose qui leur plaît. Et si obligatoire. Parce que sinon on tient pas la route. C'est pareil pour les régimes. Les régimes où c'est très restrictif, on voit bien qu'on tient pas. À un moment donné, on fait ces yo-yo. Il faut trouver l'équilibre. Ça passe par le plaisir, qu'il soit alimentaire, qu'il soit physique, qu'il soit métier. On a besoin de ça. C'est l'élément central et de l'équilibre. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces applis qui existent sur des exercices qu'on peut faire chez soi, etc. Ça marche ou ça marche pas On a besoin d'être connecté. Bien sûr, moi j'ai des applis, je m'en sers pour évaluer ce que je fais, mais ça me sert aussi de m'être connecté avec les gens que je vois aussi dans la vie réelle. C'est pas juste des clics, des likes sur une application ou des mesures. On a besoin de rencontrer des humains, des gens avec qui on a des choses à partager en commun. L'application, c'est en complément de ça. Ça peut pas remplacer ça. Mais de toute façon, je pense qu'il y a énormément de groupes maintenant on peut grâce à Internet trouver un groupe dans sa région qui fait du sport, des randonnées. On a entendu les randonnées ou même du sport. Il faut. Ça passe par ça, par des groupes, par un lien social. On est sociaux, on a besoin de ce lien social, donc c'est obligatoire, ça passe par ça. Et alors, à peu près, vous allez me confirmer parce que les chiffres sont un petit peu aléatoires chez moi, mais on sait que 1 heure de marche, on va dépenser à peu près 500-600 calories, à peu près. Et un sport en chambre d'aller, on va dire d'un quart d'heure, ce qui est déjà pas mal. On dépense quoi, 100 calories Donc on pensait que ça vaut des étages et des étages. Non, le sport dans la chambre à coucher ne remplacera jamais le sport en extérieur, parce que c'est quand même mieux dans l'extérieur que dans une salle bondée. Bien sûr. Voilà. Mais bon, voilà, donc le sport en chambre. Mais ça se complète. Par contre, c'est excellent. Ça se complète. Ce que je dis toujours, 30 minutes de sport, c'est des excellents préliminaires. N'est-ce pas? Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, et je trouve que c'est vraiment intéressant. On sait que dans un couple, passer des moments ensemble, c'est très bon pour le couple. Donc pourquoi pas un peu de sport ensemble et marcher ensemble dans la forêt. On est dans un pays fantastique. On est quasiment tous à 15-20 minutes dans l'endroit où on peut marcher avec des arbres libres, donc sortir à deux après une journée chargée, sans les enfants, avec un chien éventuellement, si on a un chien, balader ensemble. Et ça, on crée la connexion. Et après, c'est beaucoup plus simple de se retrouver sur la couette. Exactement, donc c'est vraiment aussi un conseil qu'on peut donner. Et puis dernier quand même avertissement, si je puis dire, Vincent Hupertan, du sport oui, mais pas à l'excès, parce que sinon on se pète. On va demain d'ailleurs justement avec Michel Ledoul, on va parler des articulations, parce que on sait que les articulations sont souvent, quand on manque de souplesse, au sens propre et au sens figuré, c'est l'articulation qui souvent nous fait signe d'arrêter. Voilà, on a un Kama Sutra moins complet. Voilà, donc ce sera notre propos demain. Donc c'est pareil dans le sport. Commencer un sport violent sans s'être échauffé, par exemple, c'est négatif. C'est pareil, c'est bien d'être accompagné. Aujourd'hui, il y a des coachs, il y a des préparateurs. C'est très important de faire appel, notamment si on sort d'une sédentarité, commencer progressivement par un accompagnement. C'est obligatoire. C'est en tout cas c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne pas commencer tout seul. Aller à l'outrance, c'est comme ça qu'il y a la blessure. Et alors je ne peux pas m'empêcher de parler de la blessure du pénis. Des positions trop acrobatiques peuvent provoquer une fracture du pénis. Il n'y a pas d'os dans le pénis. Tout à fait, mais contrairement aux idées reçues, en tout cas de mon expérience, toutes les fractures de pénis que j'ai eu à opérer, parce que ça s'opère en urgence, c'était des positions très classiques, rien de plus classique que les positions standards. Donc c'est pas du tout, on s'imagine que c'est une super méga acrobatie, pas du tout, parce que le faux pas du coït, ça peut arriver très facilement dans des positions dites standards. D'accord, donc même au missionnaire, on peut... même au missionnaire. Mais là, il y a quoi ? Il y a eu quand même un mouvement un peu
peu brusque. C'est qu'il y a un mouvement qui n'est pas coordonné, un va-et-vient qui est un peu plus long, la partenaire qui a bougé, et donc il y a un impact au niveau osseux, et ça fait crac. Bon. Voilà. Bon, et ben ça c'est pas grave, ça se répare. Hein. Mais en revanche, il faut filer tout de suite aux urgences. Merci Vincent Hubertin. Je rappelle que vous avez votre podcast Prostate Minute si on veut vous retrouver. Et demain, ce sera Michel Audoul qui nous parlera de nos articulations qui manquent sans doute de notre capacité à nous adapter. Et il pourra y mettre du sens sur chaque articulation. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.